Mourir en donnant la vie, c'est inacceptable. Et pourtant, chaque jour dans le monde, près de 800 femmes décèdent en accouchant. Et ce taux de mortalité est encore plus élevé dans les pays en développement. Alors, qu'est-ce qui explique cela? Pourquoi est-ce qu'en 2021, on a encore plusieurs femmes qui décèdent en accouchant? Est-ce qu'il y a une politique qui est mise en place pour faire reculer ce problème? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici. Asseyez-vous très bien, ça commence tout de suite. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce tout nouveau numéro des Femmes d'ici, votre émission préférée, 100% féminin et 100% franc-parler. Bonjour les filles. Hello, hello. Hello. Ça va bien? Ça va très bien. Je suis très contente de voir Ami aujourd'hui. Merci. Ça fait un petit moment. Enfin, oui. Je sais pas, j'ai l'impression que depuis le carême, je t'ai pas vue et ça fait que je sentais pas trop mon... Je suis là. Mais non, j'aime trop ta tenue au passage. Merci. Là, tu vois, ma faim est partie là. Quand je te vois. Quel amour. Quelle force. Et nous que tu vois tous les jours là. Justement, tu vois, c'est ça le problème. En fait, quand on te voit trop, tu n'as pas la même, le même impact. C'est créer la rareté. Créer la rareté. Sinon, je suis de retour. Pour les filles, aujourd'hui, on parle d'un sujet pas très drôle. On parle de mortalité maternelle. Comme tu le disais tout à l'heure en introduction, malheureusement, c'est un fléau qui existe encore aujourd'hui, en 2021, et qui est d'autant plus présent dans des pays en voie de développement, dont la Côte d'Ivoire fait partie, même si, effectivement, il y a quand même une politique de santé publique qui est mise en place, que les chiffres ont un peu reculé ces dernières années. Ça reste une réalité, surtout en zone rurale et dans les zones les plus reculées du pays. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est encore un problème réel et un fléau ? Alors moi, je pense déjà que c'est l'accès aux soins, aux centres de santé. J'ai l'impression que les gens, peut-être que c'est, comme on le dit, c'est plus présent dans les pays en développement, parce que c'est toujours nous qui avons des problèmes à l'hôpital et tout. En Occident, j'ai vu les chiffres, là-bas, ça a nettement baissé, mais carrément, parce que là-bas, la santé est vraiment bien, tout est bien pris en charge, tout le monde a accès, même quand tu n'as pas les moyens, tu peux quand même te faire, on peut te faire accoucher tranquillement et puis te demander l'argent après et tout, mais aujourd'hui, tout est tellement compliqué que c'est normal. Si la femme déjà fait toute une grossesse où elle ne va pas à l'hôpital parce qu'elle n'a pas d'argent, ou bien parce qu'on va lui demander l'argent, elle peut avoir des infections, elle peut avoir des problèmes. Et quand tu vas aller accoucher encore, ils vont te dire non, il faut payer avant qu'on te fasse accoucher. Absolument. Ce sont déjà, comme tu dis, c'est très, très juste. Et le fait qu'en plus, on soit dans des zones rurales, il y a aussi les traditions. Souvent, certaines dames veulent accoucher elles-mêmes à la maison, ou quand elles veulent même au moins avoir accès à des soins, ça coûte cher, ou même le centre de santé même pour lesquels où elle va là. Il n'y a peut-être même pas le matériel nécessaire. Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que malheureusement, on est encore à ce stade de taux de mortalité, quoi. C'est triste. Moi, je pense que c'est vraiment inadmissible qu'il y ait autant de femmes qui meurent en couche pour des raisons qu'on peut régler, en fait. Ouais, c'est ça qui me choque, en fait. Et effectivement, au-delà du fait qu'elles ne soient pas assez informées, parce qu'il y en a qui ne veulent pas aller à la maternité, parce qu'elles pensent que c'est cher, mais je crois que même normalement, la consultation à la PMI du quartier est gratuite. À l'intérieur dans les zones rurales, effectivement, on n'a pas forcément accès très rapidement à ces hôpitaux ou ces cliniques pour pouvoir se faire suivre. Et à la fin aussi, on a beaucoup de négligence. Au-delà du matériel qui manque, il y a beaucoup de négligence en fait du personnel de santé. Donc c'est trop de facteurs. C'est trop de facteurs qu'on peut limiter en tout cas. Et qui sont peut-être concordants. Content d'en parler aujourd'hui. C'est important, effectivement. Alors, comme d'habitude, les filles, on va porter la question sur la place publique. On vous demande donc quelles sont les causes, à votre avis, de la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. On va écouter vos réponses dans ce micro-trottoir. Je dirais qu'il y a plusieurs causes. On peut citer, entre autres, soit le non-suivi de la grossesse par la mère. Il y a également... Je vais dire, comment expliquer ça? Peut-être la formation à moitié, si on peut l'exprimer ainsi, des sages-femmes ou des agents de santé. Donc c'est ce que je peux citer, c'est ce que je vois en d'autres termes. Une femme enceinte, en principe, doit aller en consultation. Elle doit aller régulièrement en consultation.
Moi, je pense que c'est le manque de suivi prénatal qui entraîne cette cause de la mortalité infantile. Et aussi, il y a le régime. Parce qu'il faut suivre un régime alimentaire lorsque vous êtes enceinte. Il y a la négligence des sages-femmes. Elles ne prennent pas, comment on appelle ça, leur travail à cœur. Au fait, le travail, c'est pas... Au fait, elles n'aiment pas le travail, au fait. Donc, c'est comme ça fait que quand les femmes sont enceintes, elles vont à l'hôpital, elles passent le temps à regarder la télé. Et souvent, elles disent aux femmes que, comment on appelle ça, on t'a pas envoyé. Surtout quand c'est les jeunes filles, on t'a pas envoyé. Quand tu faisais, est-ce que c'était pas doux? C'était doux, tu étais en train de crier. Maintenant, actuellement, tu dois, comment on appelle ça, tu dois souffrir. C'est pas intéressant, au fait. Donc, quand tu fais un truc, il faut aimer ton travail. Mais c'est une nouvelle personne qui arrive, au fait. Donc, tu dois l'accueillir. Tu vois, non? Il y a des trucs qui vont avec, quoi. Franchement, elle a tellement raison. Mais elle était parce que remontée, c'est ce qui se passe. Oui, c'est ce qui se passe. J'ai l'impression c'est- qu'elle connaît quelqu'un qui a vécu ça. Non, bien sûr. apparemment, c'est un vrai témoignage. C'est pas un avis, Non, c'est un c'est un témoignage. témoignage. Les femmes, elles souffrent dans les hôpitaux, Malheureusement, c'est les vrai qu'il y a PMI. beaucoup de personnes qui vont au moins avoir quelqu'un dans son entourage, une femme dans son entourage qui a vécu quelque chose comme ça. Quand on connaît les chiffres... C'est-à-dire que tu as l'impression c'est- que et c'est ce que je dis tout le temps, c'est que généralement en Côte d'Ivoire, les concours de fonction publique, là, les gens n'y vont pas parce qu'ils ont envie de faire ce métier. C'est parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. Ils ont galéré jusqu'à il n'y a pas de travail. Ils se sont fait concours de police, concours de INFAS, concours de... C'est ça. Et c'est parce que c'est là-bas que tu trouves les personnes qui sont grincheux, qui sont énervées tous les jours contre les gens là. C'est là-bas. Oui, après, je pense que c'est peut-être, dans une certaine mesure, le personnel de santé, mais il y a aussi les ressources aussi de certains hôpitaux. non, C'est un mais mélange. même atomique, Je sais si. pas, hein, Moi, je c'est un pense cocktail Molotov, en fait, vraiment. Il y a plusieurs Franchement, choses, c'est un ensemble de notamment tout. le problème Pas que, effectivement, quoi. de formation du de personnel. formation aussi. Mais c'est ça justement. Le C'est pas, personnel, je veux dire, c'est pas forcément un manque enfin, toujours de la négligence ou un manque d'envie, tu vois ce que je veux Il y dire. a le tout, mais là, la négligence, là, c'est ça qui est vrai. Parce que même peut-être. si tu n'as pas les ressources qu'il faut, même si tu n'as pas le matériel qu'il faut, mais ta joie de vivre, la gentillesse avec laquelle tu as quelqu'un, ça, c'est inné. C'est comme ça que tu es, c'est Le normal. suivi. Alors, on va en parler aujourd'hui avec un gynécologue. Ah non, ça m'énerve, ce truc-là. Un gynécologue qui est, on va dire maintenant, de la famille, parce qu'il est à sa deuxième passage à l'antenne, ici. Le docteur Hugues Abbé, gynécologue, qui va nous rejoindre maintenant sur le plateau. Bonjour, docteur. Bonjour mesdames. Comment ça va? Bien, merci. Merci de nous rendre visite à nouveau. Hein. À nouveau. Mais On parlait d'un sujet un petit peu grave, on va dire. grave, on va dire très grave même. Alors Plus que sensible même. Exactement. Juste avant de vous donner la parole, je vous propose quand même de regarder un petit reportage justement sur la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. 2 femmes perdent la vie pendant ou peu après leur accouchement toutes les 3 heures en Côte d'Ivoire. L'hémorragie, l'hypertension artérielle, les complications, les ruptures utérines. Ce sont là quelques causes directes de ces décès. Un fléau que le gouvernement ivoirien s'est récemment engagé à limiter. En 2019, il adopte un dossier d'investissement de 1,6 milliard de francs CFA sur la période 2020 à 2024. Un budget visant à réduire le ratio de mortalité maternelle de 614 à 417 pour 100 000 naissances vivantes et le taux de mortalité infanto-juvénile de 91 à 59 pour 1000 à l'horizon 2024. Ce qui sous-entend des établissements de santé plus accessibles ou encore des équipes renforcées et formées. Le problème est encore plus répandu à l'intérieur du pays, où l'on note d'importantes disparités entre populations à faible revenu et à revenus élevés, entre populations rurales et urbaines. Pour sauver la vie de la mère et de l'enfant, il est fondamental que toutes les naissances se fassent en présence de professionnels de la santé compétents, ce qui n'est pas le cas dans certaines régions où les matrones sont élevées au rang de sages-femmes. Selon une étude de l'OMS, la mortalité maternelle touche plus les femmes pauvres vivant dans les zones reculées. Constat tout aussi navrant, l'Afrique subsaharienne est la région qui enregistre le plus de décès maternels dans le monde. En 2017, elle comptait 9 pays parmi les 10 premiers ayant le taux de mortalité les plus élevés. Alors, docteur, je pense qu'on va commencer déjà par définir un peu ce que c'est que la mortalité maternelle. À quel moment on parle de mortalité maternelle? On parle de mortalité maternelle à l'occasion du décès d'une femme, du fait de sa grossesse et jusqu'à 42 jours après la fin de cette grossesse. Ah, 42 jours quand même. Jusqu'à Ok, 42 jours d'accord. après L'accouchement. l'accouchement. Ouais. Ah, je pensais vraiment que c'était dans les heures qui suivaient. Non, D'accord. depuis le début de la grossesse, quel que soit son âge, D'accord. jusqu'à 42 jours après l'accouchement.
On est dans le cas de figure d'une mortalité maternelle. On est dans le cadre de la mortalité maternelle. Alors, quelles sont les principales causes? On en a parlé un petit peu, on a fait un petit peu une sorte de causerie autour de cela, mais c'est vrai qu'on peut se poser la question quand on voit les chiffres en Afrique subsaharienne, en Côte d'Ivoire encore, qui sont très élevés malgré un recul général. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait partie des causes principales des mortalités maternelles? Dans la mortalité maternelle, il faut voir les causes liées directement à l'accouchement, à la grossesse, les causes médicales, on va dire, et puis les causes qui sont liées à l'environnement et à la prise en charge de cette grossesse. Dans les causes médicales, obstétricales directes, la première cause, c'est l'hémorragie. L'hémorragie juste après l'accouchement, au cours de l'accouchement. En deuxième cause viennent les infections qui surviennent dans ce qu'on appelle le postpartum, c'est-à-dire dans les suites d'accouchement. En troisième viennent les causes d'hypertension, qui représentent quand même un certain nombre de pathologies sur les grossesses. Et plus tard, les causes liées, par exemple, aux accidents anesthésiques lors de césariennes. Voilà. Mais les causes majeures, ce sont les raisons d'hémorragie, saignement, juste pendant et après l'accouchement, et les infections. Ce sont les causes principales. Donc, ce n'est pas les causes environnementales, du coup? Ce sont les causes qui sont liées directement à l'accouchement. Les causes les plus Dans les causes environnementales, c'est, comme quelqu'un l'a dit dans votre micro-trottoir, quand je suis enceinte, est-ce que j'ai bénéficié de consultations prénatales? Est-ce que je me suis rendu au centre de santé? Est-ce que ma grossesse a été suivie? Est-ce qu'elle a été bien suivie? Est-ce qu'on a pu identifier les risques liés à cette grossesse? Est-ce qu'on a pu les prévenir? Voici par exemple les causes qui peuvent être liées à l'environnement. Et les sages-femmes, est-ce qu'elle a été bien avec moi? Est-ce qu'elle n'a pas dit quand tu faisais là, c'était doux? Cela fait partie bien sûr Du stress, non? du stress et j'allais dire, de l'accueil, la prise en charge de tout patient. Que ce soit la sage-femme ou le dentiste ou l'ORL, c'est une question d'accueil et de bienveillance vis-à-vis du patient. Bon, maintenant, après, c'est individu dépendant, vous me direz. Mais cela ne devrait pas, bien sûr. Ouais. Toute femme devrait pouvoir bénéficier, quel que soit son statut, quel que soit le lieu où elle accouche, d'une assistance bienveillante de la part des équipes qui la prennent en charge. Bien sûr, parce que quand vous parlez d'hémorragie, par exemple, j'estime que quand une femme accouche, le professionnel est censé savoir sur place qu'il y a une hémorragie quand l'enfant sort. Comment est-ce que ça se fait qu'on puisse laisser une femme mourir d'hémorragie alors que c'est quelque chose qui est normalement, un professionnel devrait le voir tout de suite? D'accord. Donc là, il y a le technique. C'est un manque de formation surtout, dites-moi. Il y a le technique et puis il y a les moyens. On a parlé de la femme qui est en zone rurale, qui n'a pas les mêmes chances lorsque survient cette hémorragie que celle qui est en zone urbaine. Et même en zone urbaine, à Abidjan, celle qui accouche dans le petit centre de santé n'a pas les mêmes chances que celle qui accouche dans le centre de santé de plateau technique. Meilleur. Voilà, une chose est d'identifier l'hémorragie, une chose est de constater l'hémorragie, mais quels sont les moyens que j'ai à mettre en œuvre pour que cette hémorragie soit maîtrisée. Il y a bien sûr les techniques de prévention dans tous les curricula de formation du personnel médical, parce que le premier contact, la structure de premier contact, c'est le centre de santé qui est à proximité, en principe, de chez vous. Il y a une sage-femme, dans le meilleur des cas. Mais des fois, il y a des centres de santé ruraux où il n'y a même pas encore de sage-femme. Il y a juste peut-être un infirmier, mais qui s'occupe de tous les types de pathologies rencontrées dans la localité. Donc déjà, il faut rapprocher les structures. Ensuite, les équiper. Par la suite, et même en même temps, et avant de les équiper même, renforcer les capacités du personnel soignant. Mais moi, quand j'entends... Pardon, excuse-moi, Ami. Juste pour revenir sur l'hémorragie. L'hémorragie, on peut avoir une hémorragie quand on accouche. Oui. Mais les 42 jours après l'accouchement, on peut avoir une hémorragie après ça, tu as fini d'accoucher, tu as pris ton bébé, tu ne saignes pas, et puis après, tu saignes. Tout ce qui survient dans les 42 jours qui sont liés à l'accouchement sont comptabilisés
comme liées à la grossesse. Voilà. grossesse, Donc on peut saigner à retardement, ça peut arriver. D'accord. Ça, c'est plus grave parce que... Alors, j'ai une amie qui me parlait d'un proverbe qui dit qu'une femme, quand elle est enceinte, J'ai failli dire ça. elle a un pied dans la tombe. Je pense que c'est arabe. C'est ça. Je sais plus. En tout cas, je sais que c'est des musulmans qui le disent. Donc, elle a un pied dans la tombe. Donc, grosso modo, on parle de jusqu'à 42 jours après. Selon vous, quel est le risque de mortalité dès qu'une femme est enceinte jusqu'aux 42 jours? Bon, Est-ce que C'est juste vrai de des dire choses. déjà qu'une femme Il y a a les une... causes immédiates qui sont au moment même de l'accouchement et il y a les causes qui sont plus tardives. Par exemple, elle va faire une infection au décours de son accouchement et qui, plus tard, va entraîner son décès parce qu'elle n'a pas été bien prise en charge ou alors il y a eu un retard à la consultation déjà. On n'a pas identifié soi-même en tant que patient ou la communauté ou la famille n'a pas identifié ça comme quelque chose de grave. Il y a eu déjà un retard à venir consulter. Et une fois qu'on est arrivé à la consultation, est-ce que la personne ou l'équipe qui est là a fait le bon diagnostic? Et une fois qu'elle a fait le bon diagnostic, a-t-elle eu les moyens de prodiguer les soins adéquats à l'état de la personne? Voilà toutes ces questions imbriquées qui font que le taux de mortalité maternelle est très élevé dans nos pays. D'accord. Mais alors du coup, juste, excusez-moi, pour revenir au proverbe évoqué par Ami, sinon, en soi, une femme n'est pas forcément à risque. Enfin, si, on est à risque quand on tombe enceinte, que ce soit de perdre son bébé ou de mourir, mais on se pose vraiment la question, est-ce que c'est vraiment une entreprise, une démarche Qui est risquée en soi? D'être enceinte. D'être C'est ça, en fait, enceinte, c'est voilà, ça la c'est question, ça. en fait. En fait, c'est ça En la dehors question. de tout ce qui intervient. Le risque, il est maîtrisé dans le sens où ma grossesse, elle est désirée, elle est suivie. N'oublions pas que dans le compte des décès maternels, il y a aussi les avortements clandestins. Il y a les avortements. C'est vrai, il compte ça dedans, absolument. Ouais. Dans toutes les causes hémorragiques, là, on parle de saignement, mais c'est saignement pas seulement au moment de l'accouchement. Aussi pour les C'est avortements. saignement, avortement clandestin, grossesse non désirée, Ok. qui ont Ah oui. conduit à des hémorragies à la suite desquelles il y a eu décès maternel. D'accord. Donc tout cela alimente le chiffre de la mortalité maternelle. Il n'y a pas que celles qui vont accoucher, il y a toutes celles qui n'ont peut-être pas désiré leur grossesse, qui n'ont pas eu accès à des soins adéquats ou qui ont eu recours à des pratiques abortives, que ce soit traditionnelles ou alors par des prestataires non qualifiés. Tout cela alimente le lot des décès maternels. Pour parler des hémorragies, c'est ce qui survient immédiatement après l'accouchement. Bien sûr, une sage-femme bien formée, expérimentée, il y a les techniques de prévention qui sont enseignées, qui sont utilisées. Et une fois que l'hémorragie survient quand même, il y a aussi des moyens immédiats, même quand on est dans un centre de santé peu équipé, pour commencer à maîtriser cette hémorragie. Mais une fois que vous avez mis en œuvre tous ces moyens et que l'hémorragie persiste, il vous reste un recours, c'est de référer la parturiente vers un centre plus équipé. Ok. C'est possible. Si possible. Et référer de quelle manière? Normalement, par véhicule médicalisé, etc. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a le premier retard. Est-ce que je suis venu à temps à la maternité? Deuxième temps, est-ce qu'on a pu identifier ce dont je souffrais et me prodiguer les soins adéquats? Avait-on les moyens de le faire? Et puis, troisième temps de retard, oui, je n'ai pas les moyens de prendre en charge cette dame dans ma localité et je n'ai aucun autre moyen. Je ne peux pas l'opérer, je ne peux pas disposer de produits sanguins. Je la réfère à un centre de santé en principe plus équipé, mais qui est éloigné et pour lequel on aura besoin d'un moyen de transport. Ce moyen de transport est-il disponible? Etc. Ouais. Donc vous voyez que la chaîne des événements conduit à alourdir le pronostic d'une femme quand elle est enceinte. Il y a des événements qu'on ne peut pas changer, comme l'hémorragie en elle-même ou tous les problèmes médicaux en fait, de santé. Mais il y a des événements qu'on peut changer. Donc, selon vous, comment justement éviter ça pour les événements qu'on peut changer? Non, tout à fait. Parce que selon les enquêtes, la plupart des décès maternels sont évitables. Ouais. Dans la grande majorité des cas, autour de 70-80% des décès maternels sont évitables. D'accord. C'est énorme. C'est énorme. 70% évitable. Justement, Dans la plupart des cas, ils sont évitables. Encore faut-il avoir identifié les causes C'est ça. qui ont conduit au décès
de cette femme. Parmi les causes, vous avez parlé des hémorragies et tout, mais vous avez parlé aussi de l'anesthésie, des anesthésies qu'on... Oui, mais cela représente quand même un taux assez faible dans la mesure où les césariennes représentent à peine 4-5% des accouchements. D'accord. Donc les accidents d'anesthésie sur 4,5% des cas des césariennes, c'est encore plus faible. Mais là, ça veut dire qu'on est passé au stade où on était dans un centre équipé qui pouvait pratiquer une césarienne et sur laquelle il y a eu un souci d'anesthésie. D'accord. Ce qu'il faut aussi noter, c'est que quand on est confronté à ce genre de situation, il faut pouvoir, et cela, je pense que les autorités ont pris la mesure et ont imposé depuis, je pense, 2016-2017, aux équipes d'auditer chaque décès maternel. Chaque décès. Ça, c'est pas mal, ça. Je pense que c'est passé c'est un projet de loi qui est passé à l'Assemblée, qui a été voté. Donc les équipes ont le devoir d'auditer chaque décès maternel qui survient dans leur établissement. Et de déterminer les causes. Et d'en déterminer les causes, de les identifier, tout cela dans le but d'éviter et de réduire la mortalité maternelle. D'accord. Mais là, on parle des décès qui sont comptabilisés à l'hôpital. C'est ça. Mais il ne faut pas oublier que les accouchements en milieu hospitalier ne représentent à peu près que la moitié des naissances dans notre pays. Ah oui, Les gens accouchent à la maison. Les gens Accouchent accouchent à la maison. avec les accoucheuses traditionnelles. Voilà. Là aussi, il y a un fort taux et qui est mal évalué puisqu'on n'a pas de chiffres. Les chiffres que vous avez, ce sont ceux... Mais ces accouchements-là, ils ne sont pas comptabilisés. Hein. Ils Donc sont... on sait pas, le taux de mortalité serait beaucoup plus élevé si on les Non, comptabilisait. dans la mesure où effectivement ces enfants sont déclarés, on peut, Oui, donc c'est plus ou moins... on peut les évaluer. D'accord. Mais selon certaines études, ça représente pratiquement, en fonction des régions, à peu près 50% des accouchements des localités. Vous savez, je vous coupe pas la parole, mais vous parliez d'audit tout à l'heure. Oui. Mais avant même d'auditer, il faut déjà même qu'il y ait des structures qui accueillent ces femmes enceintes. Quand on sait que, par exemple, tu le soulignais la dernière fois qu'a dit que le CHU de Yopougon, le service gynécologique, déjà le CHU est fermé, le CHU de Trècheville, le service gynécologique, il est fermé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de volonté de politique de vouloir développer ces structures de santé, que ce soit en zone urbaine comme en zone rurale? Parce qu'en réalité, s'ils étaient développés, on n'en serait pas à ce taux élevé en Côte d'Ivoire. Bon, je pense qu'on ne peut pas douter de la volonté de nos politiques d'aspirer au bien-être de leur population. Après, ils ont leurs contraintes et ces hôpitaux sont fermés pour rénovation parce qu'effectivement, ils sont dans un état tel qu'ils ne pouvaient plus fonctionner. C'était vraiment un peu de trop longues années, d'ailleurs. Après, je laisse On laisse le politique, aux autorités en charge de ces dossiers éventuellement de répondre à cette partie de la question. Tout ce qu'il faut retenir, c'est que pour réduire la mortalité maternelle, il faut, que les populations soient sensibilisées à fréquenter les structures de santé, déjà. Parce qu'il y a plein de préjugés, on l'a vu à travers votre micro-trottoir. Oui, les sages-femmes ne sont pas accueillantes, les hôpitaux ne sont pas équipés. Déjà, il y a un frein. C'est ça, les gens ont peur même. Il y a un frein déjà à part des individus à même se rendre. À se rendre dans la structure. Ne serait-ce que pour au moins bénéficier des conseils, de l'assistance et du suivi prénatal, qui est un des facteurs importants de prévention de la mortalité maternelle, puisque ça permet de prévoir les risques éventuels. Identifier les accouchements à risque, les grossesses à risque. Alors, parmi les freins aussi, est-ce qu'on peut revenir peut-être sur un point que tu as évoqué tout à l'heure, c'est aussi peut-être les traditions ? Parce que vous avez parlé du nombre d'accouchements, surtout en zone rurale, qui se fait à la maison ou avec des matrones. Ça reste, ça fait partie des pratiques culturelles aussi. Est-ce que c'est ça vrai aussi qu'il y a des fois des pratiques culturelles, mais il y a aussi les conditions d'accès aux centres de santé peuvent ne pas être favorables et obliger d'une certaine manière les populations à accoucher là où elles sont. Ouais. Et faire simple, quoi. Voilà, je veux dire, si la maternité, la seule de la localité est située à plusieurs kilomètres et que la route pour y aller n'est pas praticable et qu'il y a peut-être un véhicule une fois dans la semaine, on est peut-être plus enclin à accoucher avec la coucheuse traditionnelle. Voilà. Ouais. Maintenant, dans les politiques aussi de prévention, je pense qu'on a sensibilisé les communautés et puis ces accoucheuses traditionnelles, on essaie de les intégrer
dans le système, en les formant justement aux signes de danger, d'alerte, pour que ce qui, à la limite, serait difficile ou paraîtrait compliqué, ce soit elle qui incite les populations à se rendre au centre de santé. Donc, les stratégies sont aussi bien en direction de la communauté, sensibiliser la population, identifier les leaders communautaires pour que les populations adhèrent à la fréquentation des centres. Et puis après, un autre niveau, ces centres, bien sûr, il faut qu'ils soient équipés d'un certain niveau de matériel, et puis que les personnes ressources aient leurs compétences renforcées par des formations continues, etc. Merci docteur. Vous ne bougez pas, on va partir en coupure pub. On se retrouve dans quelques instants. Surtout, restez avec nous. À tout de suite. Directement. Concrètement, parce que finalement, on comprend. Bienvenue si vous nous rejoignez, vous êtes sur la nouvelle chaîne ivoirienne, dans votre émission préférée Les Femmes d'ici. Et je rappelle que Les Femmes d'ici, c'est tous les jours du lundi au vendredi à 13h05 sur le bouquet canal numéro 204 et numéro 4 de la TNT. Aujourd'hui, on parle de la mortalité maternelle, de toutes ces femmes qui meurent en accouchant et avec le taux effrayant. Nous sommes avec Hugues Abbé, gynécologue, et juste avant de partir en publicité, nous avons un peu évoquer les raisons qui peuvent emmener une femme à mourir en accouchement. Et en parlant de sensibilisation, vous avez parlé de ces matrones qui font accoucher les femmes à la maison, qu'on essaie aujourd'hui de former. Mais comment est-ce qu'on arrive à les recenser même? Parce que chaque localité a ses traditions. Souvent même, il y a des dames, tu ne sais même pas qu'elle est matrone. C'est quand tu accouches, elle te dit qu'elle a fait accoucher tous tes grands-parents. Mais comment est-ce qu'on arrive à recenser ces dames-là? Mais bon, il y a des équipes formidables qui font ce travail d'identification des personnes ressources de la communauté, parce que de toute façon, l'accoucheuse traditionnelle, tout le monde la connaît. Oui. Sage-femme ou infirmier, je viens dans une localité, j'ai été affecté, je prends mon poste. Eh ben, je vais faire connaissance avec la population que je vais assister. Je vais faire en sorte qu'elles puissent fréquenter mon centre de santé. Je vais échanger, entretenir des bonnes relations, puisque je suis le premier leur agent de santé le plus proche. Donc, je pense, de fil en aiguille, on finit par identifier qui sont les personnes ressources de la communauté, les personnes relais sur lesquelles s'appuyer, pour que son message d'agent de santé en direction des populations puisse être relayé et surtout accepté et faire adhérer la population à la fréquentation de son centre. Donc, en général, c'est pas compliqué. La matrone du coin, tout le monde la connaît, même si elle s'identifie pas. Et au bout d'un certain nombre d'années de présence, elle-même, de toute façon, vous allez voir que c'est elle, quand c'est compliqué, c'est elle qui accompagne la dame au centre de santé. Alors nous, on a commencé l'émission avec le préjugé de problèmes de matériel, problèmes d'accueil, problèmes... C'est vrai que ça existe, mais en tout cas, moi, je comprends maintenant aussi que c'est surtout problème de suivi de grossesse et d'accès au centre de santé. Voilà. Donc, quel est votre message justement à ces femmes qui sont réticentes à aller dans les centres de santé? Pourquoi c'est très important du point de vue du médecin? Du point de vue du médecin, dans la consultation prénatale, à quoi elle sert? À quoi elle sert? Voilà. C'est ça. Elle sert justement à identifier les risques pour que l'accouchement soit le plus sain possible pour la mère et l'enfant. C'est ça le but. Une fois que les risques ont été identifiés pendant le suivi de grossesse, après, la gestion de l'accouchement se fait en tenant compte de ces risques. Et l'accouchement, le type d'accouchement est proposé en tenant compte du danger qu'il pourrait y avoir à laisser faire un accouchement par voie basse ou par voie haute. Si cette femme a fait ses consultations prénatales et que la sage-femme s'est rendue compte qu'effectivement cet enfant il paraît gros, elle va inciter et recommander à cette femme son transfert en fin de grossesse dans un centre qui pourra l'assister, éventuellement pour une césarienne. Okay. Mais encore faut-il que ce risque ait été identifié avant. Et il y a beaucoup de femmes qui arrivent dans les centres de santé, mais qui n'ont jamais eu de consultation ou de suivi prénatal. D'accord. Et toutes ces femmes alimentent, malheureusement, les chiffres. Mais au-delà de ça, derrière les chiffres,
Il y a des familles, il y a des femmes, il y a des familles, il y a des personnes. Et un décès maternel, c'est un décès de trop. Même s'il n'y en avait qu'une qui mourrait tous les jours, ça serait un décès de trop. Et j'ai lu aussi que pour quand une femme meurt à l'accouchement, son fils est plus susceptible de mourir aussi avant 2 ans. Ah bon? Ouais. Regardez la structure de nos familles et la place importante qu'occupe la femme. Docteur, pouvez répéter? Pour ceux qui sont derrière. Plus fort, s'il vous plaît. Pour ceux qui Oui. n'ont pas bien entendu. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Regarde. Moi, je n'avais pas entendu. entendu, n'est-ce pas? Non. La place où Une femme, dans la structure de nos familles africaines, elle est très importante. Oui. Merci. Les hommes, ils vont travailler, ils vont chercher l'argent. La femme, elle reste, elle s'occupe des enfants. C'est peut-être le schéma un peu traditionnel, basique, mais il est important. Et il y a même des femmes, quand les maris ont perdu leur travail, qui sont vraiment le soutien familial à travers toutes les activités qu'elles peuvent mener. Donc imaginez le drame que représente la perte de cette femme dans une famille. Ses enfants à elle Sont laissés pour compte. sont laissés pour compte. Oui, plus de mère. Toute la famille est désorganisée. Donc c'est pour ça qu'il est important que chaque femme puisse aller accoucher et sortir vivante de cet accouchement. Et un décès maternel, c'est de toute façon un décès de trop. Les chiffres sont très importants. En Europe, c'est scandaleux que quelqu'un meure des suites de couches. C'est On ne tellement comprend rare. pas. Ça semble être un problème un peu archaïque. On peut dire que oui, il peut y avoir eu un problème avec le bébé, mais pas avec la maman. Pas avec la maman, Voilà. parce que les normes, les procédures, les équipements sont à disposition des équipes pour que la mère survive à cet accouchement. Donc dans nos pays, il y a non seulement le fait que il y a les problèmes de moyens, il y a aussi le problème des situations sociopolitiques qui sont délicates. Les pays qui sont en guerre, vous imaginez que le système sanitaire est complètement désorganisé, du fait de ces instabilités politiques, sociales. Voilà, tout cela constitue des facteurs qui aggravent la mortalité Est-ce que c'est la raison pour laquelle, justement, en Côte d'Ivoire, il y a entre 2005 et 2013, la Côte d'Ivoire enregistrait l'un des plus forts taux de mortalité maternelle au monde? Est-ce que c'est aussi dû à l'époque, à cette crise sociopolitique que la Côte d'Ivoire a Je pense traversée? que les études pourront faire la part des choses entre les périodes, si on regarde peut-être un peu plus attentivement, entre les périodes où l'instabilité a été plus importante, est-ce que les chiffres ont flambé ou alors est-ce qu'ils sont restés stables? Ce qu'il faut reconnaître, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est une chaîne de facteurs imbriqués qui a abouti à ces chiffres qui sont très élevés. Il y avait 543 Est-ce que vous pouvez rappeler combien de à fois, normalement, une femme enceinte doit aller à l'hôpital? Pendant sa grossesse. Pendant sa grossesse. Donc, dans ce qu'on appelle les consultations prénatales recentrées selon les normes et directives du ministère de la Santé en Côte d'Ivoire, inspirées des recommandations OMS, c'est 4 consultations prénatales minimales. Minimale, en 9 mois. En 9 mois. D'accord. Une au premier trimestre, une au deuxième trimestre et les 2 dernières pour établir le pronostic de l'accouchement. Et au cours de ces consultations prénatales, certains examens sont recommandés pour identifier les risques maternels, identifier les maladies de la mère, afin que le suivi de grossesse puisse aboutir à un pronostic d'accouchement favorable. Et une des grandes raisons pour lesquelles, justement, les maternités, le taux de mortalité est élevé, c'est que sur ces 4 consultations prénatales, elles ne sont pas toutes honorées, surtout par les femmes. Mais pour diverses raisons, comme on a dit tout à l'heure, accès difficile en termes d'accès géographique, accès financier, accessibilité financière, en termes aussi de préjugés, réticence à fréquenter, etc. Donc toutes les causes sont dedans. Alors vous avez évoqué la sensibilisation tout à l'heure comme moyen de limitation un petit peu du problème. En termes de canaux de sensibilisation, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour atteindre le maximum de personnes, le maximum de femmes, et en zone rurale, et pour qu'elles comprennent vraiment l'importance de ces consultations prénatales et pendant la grossesse, mais aussi de se rendre à la maternité et au centre de santé quand il le faut? Donc, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Dans les communautés, il faut identifier qui sont les leaders. C'est ça, ok. Sur lesquels
On les sensibilise avant, les leaders de la communauté, que ce soit le prêtre, le chef de village, l'imam, le chef de village, le chef de communauté, etc. Les premiers axes de sensibilisation concernent ces personnes-là, qui, une fois qu'elles sont bien imprégnées des problèmes, vont relayer le message. D'accord. Et quand maison de l'audience, fréquenter la maternité, si le chef de communauté dit oui, voilà, toutes nos femmes, il faut y aller, voilà, les sages-femmes ne sont pas méchantes, mais c'est surtout dans notre intérêt. Ça a plus d'effet. Justement, vous avez dit quelque chose. Les sages-femmes ne sont pas méchantes. Mais quand on sait qu'il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas aller au centre de santé à cause du fait qu'il y a eu cette... Elles sont traumatisées. Voilà, elles sont traumatisées, ou soit des rumeurs, ou même des situations autour d'elles, des mauvaises expériences, où des sages-femmes ont été quand même très méchantes avec certaines, et ça ne leur donne pas du tout envie d'aller. Est-ce que quelque part aussi, il ne faut pas sensibiliser le personnel soignant à plus de comment je dirais, plus d'empathie, voilà, envers ces femmes enceintes, en fait, qui vont accoucher. C'est clair. Vous ne fréquenterez un centre que lorsque vous vous sentirez motivé, par votre situation sanitaire, et puis vous vous attendez quand même à avoir... J'ai dit, toute femme a droit à avoir un accouchement assisté par du personnel de santé compétent. Et bienveillant. Avec le maximum de bienveillance possible. Ah oui. Donc c'est un droit. C'est important. Ça arrive, la dame en train d'accoucher, elle veut gifler la femme qui accouche parce qu'elle crie trop. Mais attendez, on est... Maintenant, c'est l'idée reçue. Pardon. C'est l'idée reçue. C'est l'idée reçue. C'est vrai qu'il y a quelques cas qui sont recensés, mais je pense que la grande majorité... À votre avis, c'est plutôt isolé? C'est plutôt isolé, et que c'est pas la majorité des personnes qui sont concernées par ça. Autrement... Vous imaginez, sage-femme, c'est pas un métier facile. Non, bien sûr. Et puis, il y en a qui le font avec la plus grande abnégation possible. Ouais, c'est vrai, il y a des drames, il y a des histoires personnelles qui sont un peu compliquées des fois, de rencontres entre individus, et que, bon, voilà, en termes de professionnalisme, quelquefois, ça peut manquer. Ça peut être dû simplement peut-être à la jeunesse aussi des équipes. Des équipes, ouais, c'est vrai. Il y a aussi l'accompagnement, les aides-soignantes et tout ça. Qui, elles aussi, doivent être accompagnés, coachés, même psychologiquement. Le travail est énorme, en fait. Il y a juste une pratique qui se fait souvent en Afrique, c'est le fait que la femme accouche, et pendant qu'elle accouche, on appuie sur son ventre pour faire sortir l'enfant. Est-ce que c'est aussi une des causes qui crée des hémorragies et qui crée aussi les mortalités, on va dire, maternelles? Est-ce que c'est une pratique qui est autorisée? Parce que de ce que j'ai compris, c'est pas possible. Ce ne sont pas des pratiques autorisées. Du tout. Pas des pratiques autorisées. Même si dans l'histoire de l'obstétrique, on a pu être amené à le faire. On le fait parce qu'on n'a pas les moyens de faire peut-être autrement. Parce que là où il faudrait mettre une ventouse, on n'a pas la ventouse. Et donc on va utiliser les mains. Par exemple, je donne ça. L'appui? On appuie sur ton ventre. D'accord. Voilà. Pareil, parce qu'il y avait un manque de... Voilà, là où il n'y a pas de ventouse... Le premier. S'il n'y a pas de ventouse et que la sage-femme elle est confrontée à une femme qui a du mal à se faire expulser parce qu'elle n'a pas d'autre moyen de le faire, voilà. Elles peuvent être en situation amenée à faire des choses que normalement qui ne sont pas forcément recommandées. Mais là, après, il faut pouvoir faire la part des choses entre le matériel dont j'ai besoin qui est disponible, l'assistance dont j'ai besoin. Moi-même, en tant que professionnel de santé, je suis toute seule, je n'ai pas le reste de l'équipement qu'il faut, je ne suis pas supervisée par un médecin accoucheur. Il y a plein de choses qui peuvent... Il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Alors, moi, je suis un peu plus concernée, enfin, que je dis concernée, I'm concerned, donc je pense pas, je traduis directement de l'anglais. Ce qui m'inquiète un peu plus, c'est les femmes qui meurent après avoir quitté l'hôpital. C'est-à-dire, quels sont les signes avant-coureurs quand une femme quitte l'hôpital avec son bébé là? Comment on peut savoir? Parce que je connais quelqu'un, effectivement, dont la femme a accouché. Il dit qu'elle est rentrée à la maison tranquillement. On ne sait pas ce qui s'est passé 2 jours après, elle est décédée. Elle ne s'est plainte de rien. Et comment prévenir? Comment on peut savoir qu'il y a un problème? Mais comment on prévient? C'est pour ça qu'on parle des 42 jours. Oui, c'est ça. Jusqu'après l'accouchement. Et que votre séjour maternité, quand vous êtes en France ou aux États-Unis, c'est 72 heures. Oui, on ne vous libère pas tout de suite. C'est vrai. D'accord. Voilà, vous êtes mise en observation suffisamment longtemps pour que les 48-72 heures après l'accouchement, on puisse éventuellement gérer une complication. Mais ici, c'est combien de temps, docteur? Parce que
Ça dépend des... Si vous êtes en hôpital public, à la maternité lambda, déjà vu l'affluence, Il faut libérer les lits. on vous libère parce que vous n'avez même pas les lits pour les suites de couches, pour que vous parce puissiez que- garder les dames 72 heures. Je vois. Ouais. Et puis, il y a aussi le frein culturel. La dame, dès qu'elle a accouché, je rentre à sa la plus maison grande avec hâte et celle de sa famille, c'est de rentrer à la maison avec le bébé. Des fois, les équipes sont harcelées aussi. Voilà, c'est culturel. Voilà. D'accord. On met du temps à venir à la maternité parce qu'on se dit non, je vais y aller, je vais passer 8 heures. Non, 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 non. Je vais attendre la dernière minute. Ce qui n'est pas toujours le meilleur plan. Une fois qu'on est arrivé, qu'on a accouché, On part tout de suite. voilà, il faut que je reparte tout de suite, etc., etc. Il y a souvent cette pression. Et du fait qu'on n'a pas les structures pour accueillir ces femmes et les surveiller pendant les 72 heures, eh ben, les équipes sont obligées, minimum après 6-8 heures, de libérer. permettre aux femmes de partir, libérer les lits pour que celles qui viennent ensuite accouchent. Donc, D'accord. C'est pour ça que Et chez nous, dans ce cas- les musulmans, on dit que quand tu accouches, jusqu'à 45 jours, il faut attacher un foulard sur ta tête parce que le diable peut venir te chercher à tout moment. je pense que ce n'était pas dénué de bon sens. Au début, je ne comprenais pas en fait, mais bon. Pas fortuit. Alors, mais dans ces cas-là, Il y a 3 jours de décalage. dans ces cas-là, étant donné qu'on ne peut pas régler le problème de l'accueil du jour au lendemain, qu'est-ce qu'une femme qui vient d'accoucher et qui a été libérée pour X ou Y raison parce qu'il n'y avait juste pas de place à l'hôpital, au centre de santé, qu'est-ce qu'elle doit faire pour limite, pour éviter au maximum, elle peut rien faire. Doit surveiller. Bah, en Qu'est-ce fait. qu'elle doit surveiller, voilà. Voilà, donc à ce moment-là, ce sont les conseils qu'on va donner à elle et puis à son entourage. C'est ça. Ok, on vous Ouais, libère un peu tôt par rapport à la norme qui devrait être. Mais bon, si vous renseignez si d'aventure vous renseignez, si d'aventure, voilà, revenez immédiatement pour qu'on puisse évaluer le Parce qu'il y danger. a souvent aussi une sorte de mésinformation du fait qu'on te dit, bon, après l'accouchement, si tu saignes, c'est normal. Oui, parce que tu as- Il y a toutes sortes de douleurs, Dans un c'est certain- normal. Donc beaucoup de femmes ne savent pas quand est-ce. Dans un certain volume. Voilà. C'est saigné. Donc comment on fait pour savoir que ça, c'est saignement de. C'est ça qui est inquiétant ou pas On donne quand même une idée du volume. Et D'accord, puis, ok. bon, en général, les jeunes mamans ne sont pas seules. Elles sont quand même accompagnées de femmes plus expérimentées qui peuvent éventuellement les coacher et puis vérifier que, effectivement, les saignements qui trop- devraient être normaux compte tenu de la période, il y en a peut-être, par exemple, elle a changé de garniture 10 fois et voilà, elle a perdu connaissance en allant se laver. Bon, voilà, ce sont des pas signes normal. d'alerte. Mhm. À ce moment-là, on la ramène pour que le professionnel puisse évaluer l'état de gravité, le degré de danger, et puis, si prudence jusqu'à si moyen 42 jours. disponible, prendre en charge. Prendre en charge. Et ensuite, prudence jusqu'à 42 jours. Oui, Vigilance et prudence. c'est pour ça que la consultation d'après-accouchement se situe dans les 40 jours. Dans les 40 D'accord. jours. Merci beaucoup, docteur. On est déjà à la fin de cet entretien. Je pense qu'on a beaucoup appris. Énormément. Je pense que toutes les femmes aujourd'hui qui regardent cette émission-là vont Le message est comprendre. passé. Le message est passé. Vous ne partez pas, l'émission continue. On se retrouve tout juste après la pub. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour la troisième partie de cette édition des Femmes d'ici. Alors je vous rappelle que le thème du jour c'était la mortalité maternelle, un fléau qui persiste dans nos contrées, en Côte d'Ivoire notamment. Alors n'hésitez pas à partager votre point de vue sur la question en intervenant par commentaire, notamment sur nos pages Facebook et Instagram, c'est-à-dire les pages de la nouvelle chaîne ivoirienne. À toi Aurélie. Alors, je vais passer la parole à Ami dans la zone digitale qui va nous donner 5 règles d'or pour bien gérer un bad buzz. Tout de suite. Alors, rebonjour les filles. Alors, il n'y a pas vraiment 5 règles. C'est des règles que j'ai recensées, ça et là, de manière intuitive aussi et dans mes recherches. Donc, le bad buzz, vous connaissez, Bien le bad sûr. buzz. Oui, on en a parlé un Bon, peu. le sur buzz, on l'émission. connaît, le bad buzz, on a déjà parlé de ça en émission. Donc, en fait, c'est vraiment, quand on est une personnalité publique ou une entreprise, une marque, etc., c'est quelque chose qui peut jeter du discrédit sur notre activité ou notre personne, en fait, et même nous impacter humainement. Et donc, en fait, moi, j'ai constaté récemment qu'il y avait souvent beaucoup de petits bad buzz sur des personnes, il y avait beaucoup de réactions. Je me suis dit, mais on fait quoi en fait? Quand il y a Dans le ces bad cas-là. buzz, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc la première chose, en tout cas, c'est de ne pas réagir.
Dès que vous êtes victime de bad buzz, vous ne réagissez pas. Moi, je dis souvent, même vos émotions, vous n'avez pas besoin de les exprimer systématiquement sur les réseaux sociaux, en commentaire, quoi que ce soit. Calmez-vous. Prenez on va dire le choc à froid et prenez le temps maintenant de réagir. Donc, on ne réagit pas, on lit ce que les gens disent, on évalue, en fait, en fonction de ce que les gens pensent, on évalue ce qu'on va faire et comment on va réagir. Ensuite, si c'est un commentaire que vous avez fait, ou un post, et que c'est vous qui avez créé le bad buzz, en fait. Parce que des fois, on est victime, mais des fois, on est auteur. On l'a créé. Ouais, c'est ça. Donc, quand vous êtes auteur de bad buzz, parce que vous avez fait un commentaire déplacé, pas du tout poli ou quoi que ce soit, et raciste même des fois, ce qu'il faut faire, c'est des fois d'assumer. Donc, quand vous supprimez, ça jette encore plus le discrédit sur vous. Donc, assumez vos propos. Il faut assumer. En plus, on peut rien supprimer de la toile. Les gens ont déjà fait capture d'écran, ils ont gardé. Donc, c'est un peu absurde. C'est ça aussi. Donc, ça sert à rien, en fait. Et le fait de supprimer, ça donne encore plus, ça jette encore plus du discrédit sur votre action. Donc, il faut donc éviter au maximum il faut donc éviter au maximum il faut éviter de supprimer la réaction qu'on a. Donc ensuite, quand on a tort, qu'est-ce qu'on fait? On demande pardon. On est dans un monde qui évolue. Ça tue pas, c'est normal. Non, on demande pardon. Il y a des erreurs qu'on peut faire parce que personne n'est parfait. Donc, on peut avoir des débordements, des comportements. Et quand on sait qu'on a tort, on présente des excuses. Moi, j'ai suivi un bad buzz où justement on accusait une marque de plagiat, etc. Et on avait trouvé décevant de la part de la marque de ne pas prendre la peine de communiquer et de considérer, de faire un communiqué pour éclaircir les points. Et justement, ça me ramène au prochain point, c'est de communiquer justement votre professionnalisme. Quand vous êtes une marque ou même une personne, concentrez-vous en fait sur ce que vous savez faire de mieux. C'est ça. Ce n'est pas la peine d'alimenter encore plus, de répondre à chaque commentaire, de réagir à chaque fois. En fait, il faut communiquer sur les points positifs que vous avez. Donc, en tant que personne, je suis actrice, donc mon métier, productrice, etc., journaliste. Je suis entrepreneur, voilà ce que je fais. Je me concentre dessus. J'ai telle marque, je me concentre sur ma marque. Le reste, ce n'est pas important. Enfin, ce n'est pas le sujet, parce que c'est du bad buzz, pardon. C'est du bad buzz. Et enfin, moi, ce que je veux dire, en fait, concernant le bad buzz, c'est que la première chose, il n'y a pas forcément de mauvaise publicité. Il y a certaines marques qui ont utilisé le bad buzz. Mais moi, Moi, j'ai eu 3000 abonnés en 2 jours, 3 jours, quand j'ai eu le bad buzz sur moi. Voilà, je dis, il faut que j'entende toi. Bah oui, très bien, je crée un peu souvent. Donc voilà, parce que des fois sur les réseaux sociaux, on a des réactions un peu bizarres. Quand il y a des gens qui décèdent, on s'en va liker leur compte, etc. Des bad buzz, on s'en va suivre, regarder les vidéos, etc. Donc c'est méchant, mais c'est la vérité. Il n'y a pas de mauvaise publicité. Donc il faut juste apprendre à tourner en sa faveur. Parce que comme on dit, quand la vie te donne des citrons, tu en fais de la limonade. Merci beaucoup les filles. Oh là là. Comme Beyoncé. J'adore ta sortie. Alors, tu as dit que dans les commentaires, il ne faut pas répondre à chaque fois, il ne faut pas forcément alimenter le truc. Il y a des personnes qui font justement, un peu en suivant la phrase « il n'y a pas de mauvaise publicité », qui au contraire se disent « bon, je vais surfer sur le buzz et je vais au contraire l'alimenter au maximum parce que quelque part, ça me fait parler de moi. » Si ça alimente sa stratégie, qu'il est à l'aise avec ça, ça pose pas de problème. Oui. Mais c'est vraiment, comme on dit, on est dans transformer ça en visibilité. Donc on peut pas, il n'y a pas de problème. Il y a des questions d'éthique ou c'est ça. Voilà, ça dépend de tes valeurs, ta éthique, ta déontologie. C'est toi, en fait. Ça, ce dont tu parles, c'est vraiment des personnes qui ne choisissent pas, qui ne cherchent pas forcément la personne lambda. Mais il y a d'autres, c'est cette ligne éditoriale-là qu'ils se donnent. Choisi. Oui, éditorialement, c'est la ligne éditoriale dans des buzz et tout. Mais effectivement, parce que moi, j'ai vu des vidéos, je me suis dit, mais j'ai vu des vidéos de tant qui fait un direct pour parler de temps, tant qui fait un direct pour parler de temps. Et c'est des ping-pong. J'ai dit, mais est-ce qu'on a besoin de ça, en fait? Non, mais c'est parce que comme tu dis, justement, ça crée de la publicité, ça crée des vues. Et donc, ça, c'est nos stratégies. On pourra en parler. On pourra Merci beaucoup, Amy. Merci, Amy. Vous ne partez pas, l'émission continue tout juste après cette petite pause.
Bienvenue à vous si vous nous rejoignez pour la toute dernière partie de cette édition des Femmes d'ici. On va changer un petit peu de registre et parler nourriture, quelque chose comme ça, n'est-ce pas? Tout à fait, Anan. La prochaine rubrique concerne ceux et celles qui veulent maigrir et on va vous donner quelques astuces sur comment perdre du poids sainement. C'est dans Au Top tout de suite. Et nous recevons sur le plateau des Femmes d'ici Monsieur Konan Kwaku, diététicien. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bienvenue. Bonjour, Konan Kwaku. Comment ça va? Ça va bien. Ça va. Alors aujourd'hui, vous allez nous en dire plus sur le fait de maigrir, mais de manière saine. C'est-à-dire qu'on est un peu à une époque où il y a toutes sortes de régimes qui existent, on veut tout faire. Il y a le paléo, il y a le keto, il y a le... Aide-moi. Il y a le Ducan, il y a le Atkins. Les régimes dissociés. Ouais. Voilà, vous en connaissez beaucoup plus que moi. Le jeûne intermittent. À votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire tout simplement pour maigrir, mais de manière saine? Ok, merci à vous. Merci. Et comment faire pour maigrir de façon saine? C'est d'abord garder l'alimentation équilibrée. L'alimentation équilibrée. Ne pas sauter de repas. D'accord. Sauter de repas, d'accord. Ne pas sauter de repas déjà. Et essayer de réduire les quantités. Les quantités de féculents, parce que c'est les féculents qui apportent l'énergie. Et puis les quantités de lipides, c'est-à-dire les graisses, les matières grasses. D'accord. Voilà, simplement. C'est ça le féculent, on parle de quoi exactement? Les féculents, c'est le riz, c'est la tchéké, c'est l'igname. Tout ça, ça se consomme dans un régime amaigrissant. Mais il suffit de réduire un peu la quantité. Oui, parce qu'en fait, en réalité, ce qui fait qu'on perd du poids, si on comprend bien, c'est le fait d'avoir un déficit calorique. C'est ça. Voilà. Il faut créer un déficit calorique, justement. Si vous pouvez l'expliquer un petit peu, ce déficit, s'il vous plaît? OK. On prend une personne normale qui a besoin de 2000 kilocalories par jour. Les 2000 kilocalories, on dirait, par exemple, que ça fait une assiette moyenne de riz, par exemple, ou bien d'attiqué. Et si, au lieu de lui apporter une assiette d'attiqué, vous réduisez de moitié, au lieu de 2000, vous serez dans l'ordre de 1200, 1400 kilocalories. Donc l'organisme sera obligé d'aller puiser, en fait... dans ses réserves. Voilà. Mais le problème, docteur, c'est que lorsqu'on commence à diminuer les quantités, on a toujours faim. Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir faim? Parce que c'est ça le problème. C'est ça le problème du régime. Justement, OK. Si vous réduisez les féculents, vous réduisez les matières grasses, il faut augmenter alors les légumes. Les légumes. Les légumes qui vont nous apporter des fibres, qui vont nous apporter des vitamines, des sels minéraux, qui vont concourir en fait à l'équilibre, et puis qui sont très peu caloriques. Très peu caloriques, c'est ça. Est-ce que quand on boit beaucoup d'eau chaude, ça fait maigrir? Oh, l'eau chaude, ça aide à digérer. Okay. Voilà, ça facilite le transit. Sinon, ça ne fait pas maigrir. Ah, moi, il demande. Voilà. On est dans un régime amaigrissant. Mesdames, vous régime avec l'eau chaude. Voilà. Je sais à qui je parle. Ou l'été. Je parle à une amie, là. Mais c'est pour ça qu'il y a des l'été qui permet d'aller au... Ça aussi, c'est une manière malsaine de... L'eau avec l'eau chaude citronnée aussi, ça n'aide pas. Oui, ça, c'est juste pour aider, en fait, à la digestion, justement. Ça ne veut pas perdre de poids, on est d'accord. Ce n'est pas le but de perdre du poids. Pour bien perdre du poids, il suffit de réduire, en fait, les quantités. Donc, si je comprends bien, parce que généralement, pour perdre du poids, c'est facile. On griffe. C'est facile. Alors, non, écoutez-moi, je vais jusqu'au bout. Pour perdre du poids, généralement, c'est facile. C'est pour maintenir qui est le problème. Maintenir la perte. Maintenant, vous avez bien écouté. Voilà. Donc, elle n'est pas d'accord avec le c'est facile. Donc, en fait, il y a beaucoup de personnes qui arrivent à perdre facilement quand elles font peut-être même avec le ramadan, là. D'autres vont perdre tout de suite. Mais comment est-ce qu'on maintient? Est-ce qu'il faut toujours diminuer sa nourriture à vie? Ou bien il y a des moments où quand même il faut se faire plaisir, quoi. OK, d'accord. Si vous avez bien compris le processus, lorsque vous apportez moins de calories il faut à l'organisme, on l'oblige à aller puiser dans ses réserves. On perd du poids. Et comment faire pour maintenir à la fin? Il faudrait apporter exactement la quantité de calories qu'il faut pour pouvoir pour éviter que l'organisme mette en réserve, en fait. Donc stabiliser le poids. Stabiliser le poids. D'accord. Donc, une personne qui a l'habitude de consommer une grosse assiette d'attiqué, je dirais de prendre la moitié, ça lui ferait perdre du poids. Et perdre du poids jusqu'à un certain stade où il va falloir commencer à stabiliser. Peut-être que pour stabiliser, ça serait plus la grosse assiette, mais ça serait un peu plus la moitié de l'assiette. D'accord. Qui permettrait de stabiliser. OK. Là, c'est lorsque vous faites un régime équilibré. Okay. Mais si vous sautez des repas, vous faites les cures d'eau, en emploi fédé,
pour stabiliser, oui, il va s'en dire que ce serait plus compliqué. difficile. Voilà, D'accord, donc en fait, l'astuce, c'est de continuer à manger régulièrement, mais de revoir en fait l'apport calorique, les quantités, donc surtout les féculents. En gros, plus vous mangez du riz, attiéké, frites, aloko, mais surtout frites à locaux, quoi. Parce que c'est frit en plus. Voilà, ça nous a fait. C'est des bombes caloriques en fait. En lipides, voilà. Et puis en glucides. En glucides, donc c'est tout ça. Le problème, je reviens encore sur la faim. Alors moi, j'ai été aidée pour la faim. On va dire que... pardon. Sur la faim. J'essaye en tout cas de suivre un régime par ma nutritionniste qui m'a conseillé, comme vous, de manger beaucoup de légumes. Sauf que beaucoup d'eau. Lorsque vous ne mangez pas l'attiéké ou le riz et l'attiéké, ça cale beaucoup. Donc vous pouvez ne pas avoir faim jusqu'à 20 heures. Mais sauf que quand vous mangez l'équivalent, donc en légumes, vous avez quand même vers 16 heures, on va dire le système digestif, on digère plus vite, donc on n'a plus faim. Qu'est-ce qu'il faut faire pour caler la faim entre, par exemple, avoir une petite fringale. Quand on a une petite fringale vers 16h, 17h, qu'est-ce qu'on peut prendre comme aliment qui va aider à tenir justement, qui ne va pas nous faire grossir, qui va nous aider à tenir jusqu'au repas. Ok, d'accord. Donc quand on est au régime, il faut éviter de grignoter déjà. Pas de grignotage. Je suis pas d'accord. Il faut garder le même nombre de repas par jour. Si vous avez l'habitude de prendre 3 repas, vous gardez vos 3 repas par jour. Un petit déjeuner, dîner. Donc même pas un petit yaourt, un petit fruit. Voilà, et vous gardez les 3 repas. D'accord. Ok. Si vous avez l'habitude de prendre des collations, au lieu de prendre du yaourt sucré ou bien du yaourt aux fruits, on vous conseillerait par exemple du yaourt pauvre en matière grasse. 0%. 0% de matière grasse. Ou bien du fromage blanc maigre. Voilà. Alors, moi, je pense que tout à l'heure, vous avez évoqué les légumes, et c'est vrai qu'effectivement, c'est peu de calories et c'est des fibres. Mais effectivement, comme disait Aurélie, vu qu'il y a énormément d'eau, ça ne reste pas très longtemps dans l'estomac. Oui. Ce qu'on recommande aussi, beaucoup de diététiciens, vous me direz si vous êtes d'accord, c'est de manger aussi beaucoup de légumineuses, c'est-à-dire des lentilles, des graines, des quinoa, des céréales, qui sont justement des aliments qui ne sont pas forcément très... Ça dépend. Je suis tout à fait d'accord. Vous êtes d'accord? Et qui vont vous rester, vous caler beaucoup plus longtemps pour le coup. Donc, envisage le boulgour, le couscous, tout ce qui est blé complet, le fonio. Voilà, qui vont te nourrir pendant plus longtemps. Après, quand tu parles de fonio, par exemple, on fait le fonio avec la sauce et la viande. Oui. Ça dépend. Mais c'est toujours aussi bon avec... La sauce, en fait, quand on dit sauce, chez nous, et quand on dit sauce, c'est plutôt des soupes que nous consommons. La soupe, en fait. C'est pas des sauces. Mais c'est pas doux, ça. C'est pas des sauces que nous consommons. Vous voulez dire pourquoi? On dit les sauces sont proscrites dans un régime amaigrissant. Ce qu'ils appellent sauce, en fait, c'est des sauces béchamel, des sauces blanches, la sauce mayonnaise, ainsi de suite. C'est vrai. Nos sauces sont des soupes. Nos sauces sont des soupes, en fait. Voilà. La sauce aubergine, c'est une soupe à l'aubergine, en fait. Exactement. La sauce, c'est des soupes. Après, tout va dépendre la soupe à la graine, par exemple. C'est une soupe à l'arachide. Oui, mais c'est très gras. Par exemple, la sauce feuille, c'est une sauce. Normalement, s'il n'y a pas d'huile, si tu mets pas beaucoup d'huile, tu mets pas d'huile, c'est une sauce qui est intéressante, qui est saine en fait. Et les boissons gazeuses. Alors moi, j'en bois jamais parce que je trouve que ça fait grossir, mais d'autres disent non. Ouais. Comment ça ne va pas grossir? Les boissons gazeuses. Oui, quand on est au régime, il faut éviter les boissons gazeuses. Moi, je dirais même quand même en général, il faut éviter. Boire de l'eau. Et l'eau glacée. Et l'eau glacée. Eh, merci. Ça, c'est pour elle. Si vous dites qu'on ne boit pas l'eau glacée. Vous allez parler à ma camarade là. Ne pas boire l'eau trop glacée. D'accord. Parce que quand l'eau est très glacée, ça ralentit le transit. Elle, là, s'il n'y a pas de glace dedans, là. Ça ralentit le transit. Donc Et puis le pain. Moi, j'aime l'eau glacée. Tout ballonné, constipé. C'est ça. Choisis ses combats dans la vie. Et vous êtes anti-régime, ce que j'ai évoqué tout à l'heure, keto, paléo, Atkins, c'est Ducan. un régime équilibré. Ouais. Seulement. D'accord, c'est le rééquilibrage. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Merci, docteur, vraiment. Pour toutes les informations, donc vous avez retenu le message, c'est juste réduire les calories, manger équilibré, manger sain. Les Puis légumes. voilà. Puis après, stabiliser une fois qu'on a perdu tout le poids qu'on avait envie de perdre. C'est ça. À la prochaine. Merci à vous. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain pour une toute nouvelle émission. Je vous souhaite une excellente fin de journée.